Il y a une chose que les urologues savent et que personne ne vous dit jamais au cabinet. Pendant que vous attendez vos résultats d'analyse, pendant que vous regardez votre taux de PSA monter d'année en année, pendant que vous vous levez pour la 3e fois en pleine nuit pour aller aux toilettes, il existe dans les jardins, dans les marchés, dans les haies et les talus, des plantes qui ont été utilisées pendant des siècles précisément pour ce que vous traversez. Pas des plantes exotiques, pas des poudres importées de l'autre bout du monde à 60 € le flacon. Des plantes que vous avez peut-être déjà dans votre jardin sans en connaître la valeur réelle. Des plantes que vos grands-parents connaissaient. Des plantes dont les mécanismes d'action ont maintenant été documentés, mesurés, publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vous donner ces 20 plantes. Pas les 5 que tout le monde cite. Les 20, avec leurs composés actifs, leurs mécanismes d'action, leur histoire et la manière la plus efficace de les utiliser. La prostate est une glande de la taille d'une noix, positionnée juste sous la vessie, qui entoure l'urètre comme un anneau. Sa fonction première est de produire une partie du liquide séminal. Le problème, c'est qu'à partir de la 50aine, elle a tendance à grossir. Pas parce que quelque chose se passe mal, nécessairement. Parce que les hormones changent. Parce que le niveau de dihydrotestostérone, la forme active de la testostérone dans les tissus, augmente proportionnellement. Parce que le rapport testostérone-œstrogène se modifie avec l'âge. Et quand la prostate grossit, elle comprime l'urètre. Et quand elle comprime l'urètre, vous le savez mieux que quiconque. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que plusieurs de ces plantes agissent sur exactement ces mécanismes. Certaines inhibent l'enzyme 5-alpha-réductase, celle qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, la même enzyme que ciblent les médicaments comme le finastéride. D'autres inhibent l'aromatase, qui convertit la testostérone en œstrogène. D'autres encore réduisent directement l'inflammation du tissu prostatique, bloquent les récepteurs androgènes dans les cellules glandulaires, ou apportent des antioxydants spécifiques, comme le lycopène et le zinc, qui protègent les cellules de la prostate contre la dégradation oxydative. Ce n'est pas de la naturopathie vague. Ce sont des mécanismes biochimiques documentés. Retenez-le. Commençons par la plante dont tout le monde a entendu parler, mais dont presque personne ne comprend vraiment le mode d'action. Le palmier nain, Sérénoa repens, est la plante la mieux étudiée au monde pour la santé de la prostate. Elle pousse naturellement en Floride et dans le sud des États-Unis, mais elle est cultivée dans les jardins méditerranéens depuis des décennies. Ces baies contiennent une concentration exceptionnelle d'acides gras libres et de phytostérol, notamment le bêta-cytostérol. Ces composés inhibent simultanément la 5-alpha-réductase et l'aromatase, les deux enzymes responsables de l'accumulation hormonale dans le tissu prostatique. Les études cliniques sur l'extrait lipidostérolique standardisé à 320 ppl par jour montrent une réduction significative des symptômes urinaires après 6 semaines, avec des effets comparables à doses modérées à certains médicaments conventionnels. Les Amérindiens l'utilisaient déjà pour les problèmes urinaires masculins, bien avant que la pharmacologie moderne comprenne pourquoi. La nature avait trouvé la solution avant que la science trouve les mots pour la décrire. En pratique, l'extrait standardisé est plus efficace que la tisane. Les baies fraîches ou séchées peuvent être consommées, mais la concentration en principes actifs varie considérablement. Si vous cultivez cette plante dans un jardin méditerranéen, sachez qu'elle est lente à produire mais extraordinairement résistante. La deuxième plante est celle que vous avez probablement piétinée ce matin sans y penser. L'ortie, Urtica dioica, est l'une des grandes incomprises du règne végétal. Tout le monde la connaît pour ses brûlures. Personne ne sait ce qu'elle fait à la prostate. Les racines d'ortie contiennent des lectines, des polysaccharides et du bêta-cytostérol.
Ces substances réduisent la capacité de liaison de la dihydrotestostérone aux protéines plasmatiques, ce qui diminue mécaniquement la quantité d'hormones disponibles pour stimuler la croissance prostatique. Un essai randomisé a montré que l'extrait de racines d'ortie améliorait significativement les symptômes urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce n'est pas la feuille qui agit ici, c'est la racine. La feuille, elle, est un extraordinaire concentré de fer, de calcium, de magnésium, de vitamines A, C et K. Mais pour la prostate, c'est la racine qui compte. En décoction, 2 à 3 tasses par jour. Et notez que l'ortie présente une synergie documentée avec le palmier nain. Les deux ensemble produisent un effet supérieur à chacune seule. La troisième plante vient d'Afrique, et elle a une histoire fascinante. Le prunier d'Afrique, Pygeum africanum, ou Prunus africanum, est un arbre dont l'écorce est utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle africaine pour soulager les troubles urinaires masculins. Les chercheurs européens l'ont découvert dans les années 60, et depuis, il a fait l'objet d'une méta-analyse Cochrane qui confirme son efficacité dans la réduction des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les composés actifs, phytostérol, triterpénoïdes, férulique acide ester, agissent comme décongestionnants prostatiques et réduisent les envies nocturnes d'uriner. C'est un arbre qui pousse dans les zones tropicales d'altitude, difficile à cultiver en jardin européen tempéré. Mais l'extrait standardisé d'écorce est disponible sous forme de complément alimentaire, et c'est sous cette forme qu'il a montré ses effets dans les études. À mentionner, sa surexploitation dans certaines régions d'Afrique a rendu l'espèce vulnérable. Préférez les extraits issus de cultures durables certifiées. La quatrième plante est une mauvaise herbe que vous arrachez peut-être de votre potager. L'épilobe à petites fleurs, Epilobium parviflorum ou Epilobium angustifolium, est l'une des plantes les plus sous-estimées pour la prostate. Elle contient un composé unique, l'œnotéine B, un tannin gallique qui inhibe directement la production de prostaglandines inflammatoires dans le tissu prostatique. Les prostaglandines sont précisément les molécules qui provoquent l'œdème et la congestion de la glande. En inhibant leur production, l'épilobe réduit l'inflammation à la source. Elle bloque également la 5-alpha-réductase et l'aromatase. C'est donc une plante triple action. Les études publiées dans le Journal of Ethnopharmacology ont démontré son intérêt thérapeutique dans l'hyperplasie bénigne, en particulier pour les troubles urinaires nocturnes. Elle pousse spontanément dans les lisières de forêt, les berges, les jardins abandonnés. Si vous la trouvez dans votre environnement, récoltez les parties aériennes en fleurs entre juillet et septembre. En infusion fraîche, elle est particulièrement active, 2 à 3 tasses par jour. Voici maintenant quelque chose que vous n'attendez probablement pas. La tomate. Oui, la tomate ordinaire. Lycopersicum esculentum, celle que vous cultivez peut-être contre votre mur sud. La tomate est l'une des sources les plus concentrées en lycopène, un caroténoïde rouge qui est l'un des antioxydants les plus puissants documentés pour la protection des cellules de la prostate. Des données épidémiologiques sur des dizaines de milliers d'hommes montrent que ceux qui consomment des tomates régulièrement présentent un risque significativement réduit de développer un cancer de la prostate. Une consommation régulière de lycopène peut contribuer à une réduction mesurable du risque de problèmes prostatiques. Le mécanisme est double. Le lycopène neutralise les radicaux libres, qui endommagent l'ADN des cellules glandulaires, et il module certaines voies de signalisation cellulaire impliquées dans la croissance tumorale. Ce qui est remarquable, c'est que la cuisson augmente la biodisponibilité du lycopène. Une sauce tomate maison cuite à l'huile d'olive vous apporte davantage de lycopène assimilable que la même quantité de tomates crues. La tomate rôtie, le coulis, la sauce, ce sont les formes les plus efficaces.
Mais la tomate dans votre jardin, récoltée à maturité complète et cuisinée avec une huile de qualité, c'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre prostate, et c'est à portée de tout le monde. La 6e plante est celle que les jardiniers maudissent, pour une raison différente de l'ortie. Les graines de courge, Cucurbita pepo. Si vous cultivez des courges, vous jetez peut-être à la poubelle l'une des ressources les plus intéressantes de votre jardin. Les graines de courge sont exceptionnellement riches en zinc, en acides gras insaturés et en cucurbitacine, des composés qui bloquent les récepteurs androgènes dans le tissu prostatique. Le zinc mérite une attention particulière. La prostate est l'organe du corps humain qui contient la plus forte concentration en zinc. Cette concentration est 10 fois supérieure à celle observée dans la plupart des autres tissus. Lorsque la prostate est en difficulté, son contenu en zinc chute. Les études montrent que la supplémentation en zinc par les aliments, et notamment par les graines de courge, peut améliorer le confort urinaire chez les hommes, souffrant d'hypertrophie bénigne. Une poignée de graines par jour, légèrement grillées, sans sel. Vous pouvez aussi préparer une huile de pépins de courge à froid, particulièrement riche et efficace, en pressant les graines mûres séchées. Le brocoli représente la 7e entrée de cette liste, et il mérite qu'on s'y arrête longuement. Brassica oleracea italica. Ce légume du potager qui déplaît à tant d'enfants est, pour la prostate, quelque chose d'extraordinaire. Il appartient à la famille des crucifères, et les crucifères contiennent des glucosinolates qui se transforment au contact de la myrosinase lors de la mastication ou de la cuisson en sulforaphane. Le sulforaphane est l'un des composés anticancers les mieux documentés en phytochimie moderne. Il aide à stopper la croissance des cellules prostatiques atypiques en activant les mécanismes d'apoptose, la mort cellulaire programmée, et en inhibant les enzymes qui permettent aux cellules cancéreuses de proliférer. Des études cliniques ont montré que des hommes en surveillance active pour un cancer de la prostate à faible risque, qui consommaient des crucifères régulièrement, présentaient une progression moins rapide. Mangez votre brocoli légèrement cuit à la vapeur. La cuisson excessive détruit la myrosinase et réduit la formation de sulforaphane. Ou encore mieux, faites-le pousser dans votre potager, récoltez-le jeune, mâchez-le bien. La transformation chimique commence dans la bouche. La 8e plante est celle dont on vous a peut-être dit qu'elle n'était bonne que pour les femmes. La canneberge, Vaccinium macrocarpon, est universellement connue pour son action sur les infections urinaires féminines. Ce que personne ne mentionne, c'est qu'elle possède également des vertus bien documentées pour les hommes souffrant de problèmes de prostate. Les proanthocyanidines de type A qu'elle contient empêchent l'adhésion des bactéries aux parois de l'urètre et de la vessie, ce qui est particulièrement précieux pour les hommes souffrant de prostatite chronique bactérienne ou de troubles urinaires récurrents associés à leur HBP. La prostatite chronique, qui touche de nombreux hommes bien avant l'âge où l'hypertrophie se développe, implique souvent une colonisation bactérienne récurrente. La canneberge ne traite pas l'infection, mais elle modifie le terrain de manière à la rendre moins probable. En pratique, le jus de canneberge non sucré ou les gélules d'extrait standardisées sont les formes les plus efficaces. La plante peut être cultivée dans les jardins humides et acides du nord de la France, de la Belgique et du Canada. La 9e plante vient de la médecine ayurvédique et pousse de plus en plus dans les jardins européens. Le curcuma, Curcuma longa, et son composé actif principal, la curcumine, font l'objet d'un nombre considérable de recherches en oncologie prostatique. La curcumine inhibe le facteur NF-κB, un régulateur central de l'inflammation dans les cellules prostatiques. Elle réduit également l'expression de certains gènes pro-inflammatoires impliqués dans la progression tumorale. Des études in vitro et animales montrent des effets inhibiteurs sur les lignées de cellules de cancer de la prostate. La curcumine est mal absorbée seule.
Sa biodisponibilité augmente de façon spectaculaire en présence de pipérine, le composé actif du poivre noir, et de corps gras. Un curry préparé avec du curcuma frais râpé, du poivre noir et de l'huile de coco est donc bien plus efficace pharmacologiquement qu'une gélule de curcumine sans aucun adjuvant. Si vous habitez dans une région tempérée chaude, vous pouvez cultiver le curcuma en pot ou en serre. Les rhizomes frais sont supérieurs en principe actif aux poudres industrielles. La 10e plante est la plus humble de toutes, celle que vous n'associeriez jamais à la santé masculine. Le pissenlit, Taraxacum officinal, pousse dans votre pelouse, dans vos allées, entre vos pavés. Et il fait quelque chose de remarquable pour la prostate, non pas en l'attaquant directement, mais en soutenant les organes qui permettent à l'organisme de gérer ses hormones correctement. Le foie est l'organe responsable de la dégradation des œstrogènes. Quand le foie fonctionne mal, les œstrogènes s'accumulent. Et une accumulation d'œstrogènes chez l'homme contribue directement à la croissance prostatique. Le pissenlit est un puissant hépatoprotecteur et stimulant hépatique. Ces composés amers, la taraxacine et la taraxacérine, activent la production de bile et soutiennent le métabolisme hépatique. En soutenant indirectement l'élimination hormonale, ils contribuent à maintenir un environnement hormonal moins propice à l'hyperplasie. Consommez les feuilles jeunes en salade au printemps. Préparez une infusion de racines séchées en automne. C'est gratuit, c'est partout. Et la plupart des gens le traitent comme un ennemi. La 11e plante est l'une des plus spectaculaires pour sa concentration en principes actifs. La grenade, Punica granatum, est un arbre fruitier que l'on cultive depuis l'Antiquité dans les jardins méditerranéens. Ces fruits contiennent des polyphénols, acides et lagiques, Punica lagine, qui se transforment dans l'intestin en urolytine, des molécules qui exercent une activité anti-androgénique directe sur les cellules prostatiques. Une étude clinique a montré que la consommation quotidienne de jus de grenade ralentissait le temps de doublement du PSA. L'antigène prostatique spécifique, utilisé comme marqueur de progression, chez des patients sous surveillance active. Ce n'est pas une guérison, c'est une modulation. Mais une modulation du PSA mesurable, c'est quelque chose que les oncologues prennent au sérieux. 250 ml de jus de grenade par jour, de préférence pressé frais, est le protocole le mieux documenté. Ou consommer directement les graines avec leur membrane. Le grenadier se cultive facilement dans les jardins du sud de la France et de la Méditerranée. La 12e plante est celle que vous avez peut-être dans votre cuisine, mais que vous n'associez jamais à la prostate. L'ail, Allium sativum, contient de l'allicine et d'autres composés soufrés organiques qui exercent une action inhibitrice, documentée sur certaines lignées de cellules cancéreuses prostatiques. L'allicine est produite lorsque l'ail est écrasé ou haché. La myrosinase de l'ail entre en contact avec l'alliine et produit l'allicine en quelques secondes. Si vous écrasez votre ail 10 minutes avant de le faire cuire, vous maximisez la formation d'allicine avant que la chaleur ne dégrade l'enzyme. Les données épidémiologiques montrent que les populations qui consomment le plus d'ail ont des taux de cancer de la prostate parmi les plus bas. La corrélation ne prouve pas la causalité, mais elle oriente. En pratique, 2 gousses d'ail frais par jour, écrasées dans vos préparations quotidiennes. Votre haleine vous en voudra peut-être. Votre prostate, non. La 13e plante est une herbe aromatique qui pousse dans presque tous les jardins de cuisine. Le thym, Thymus vulgaris, contient du thymol et du carvacrol, 2 composés phénoliques avec une activité anti-inflammatoire et antibactérienne significative. Pour la prostate, c'est son action sur les infections et inflammations chroniques qui est particulièrement intéressante. Les hommes souffrant de prostatite chronique non bactérienne, la forme la plus courante de prostatite, présentent un profil inflammatoire chronique dans les tissus prostatiques.
Les huiles essentielles du thym pénètrent les membranes cellulaires et exercent une activité antibiofilm documentée. Une infusion de thym frais, préparée à partir de feuilles récoltées juste avant la floraison, quand la concentration en huiles essentielles est maximale, est une boisson thérapeutique, simple et extraordinairement bon marché. Ajoutez une tranche de citron. Buvez-en 2 tasses par jour. La 14e plante est une liane qui colonise les treillis et les mûres, et dont les cônes femelles ont un usage bien connu dans la brasserie, mais un usage bien moins connu en phytothérapie prostatique. Le houblon, Humulus lupulus, contient un phytoœstrogène particulier, le 8-prénylnaringénine, considéré comme l'un des phytoœstrogènes les plus puissants identifiés dans le règne végétal. Ce n'est pas une contradiction avec tout ce qu'on vient de dire sur les œstrogènes et la prostate. En phytothérapie, les phytoœstrogènes végétaux se comportent différemment des œstrogènes endogènes. Ils se fixent sur les récepteurs œstrogéniques avec une affinité plus faible, ce qui peut paradoxalement bloquer l'action des œstrogènes endogènes plus puissants. L'extrait de cône de houblon a montré, dans des études préliminaires, une activité inhibitrice sur certaines lignées de cellules prostatiques. C'est une plante à suivre. Elle se cultive facilement en pergola. La 15e plante est une baie sauvage que les cueilleurs avertis récoltent à l'automne dans les haies et les sous-bois. L'airelle, Vaccinium myrtillus, myrtille des bois, est une source concentrée d'anthocyanes, des flavonoïdes dont l'activité antioxydante est parmi les plus élevées mesurées dans le règne végétal. Pour la prostate, les anthocyanes exercent une protection directe contre le stress oxydatif dans le tissu glandulaire, réduisent l'inflammation et ont montré, dans des études expérimentales, une capacité à inhiber la prolifération des cellules prostatiques atypiques. Les myrtilles sauvages sont 5 à 10 fois plus riches en anthocyanes que les myrtilles cultivées. Si vous habitez en montagne ou à proximité de landes acides, la cueillette sauvage en juillet-août vous donnera accès à quelque chose que vous ne trouverez dans aucune pharmacie. Le thé vert, Camellia sinensis, est la 16e plante. Ce n'est pas une plante du jardin européen au sens strict, mais elle se cultive très bien en pot et dans les jardins protégés du gel. Ces feuilles contiennent des catéchines, notamment l'épigalocatéchine galate, EGCG, l'un des composés les mieux étudiés en oncologie préventive. Le GCG inhibe plusieurs voies de signalisation, impliquées dans la survie et la prolifération des cellules cancéreuses de la prostate. Des études cliniques ont montré qu'une consommation de 5 tasses par jour pendant plusieurs mois réduisait significativement la progression des lésions prostatiques précancéreuses. Les populations qui consomment du thé vert quotidiennement depuis l'enfance, notamment au Japon, présentent des taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus bas au monde. La corrélation est suffisamment robuste pour justifier l'intégration du thé vert dans n'importe quelle stratégie de prévention prostatique. Évitez le lait dans votre thé. La caséine se lie aux catéchines et réduit leur biodisponibilité. La 17e plante est celle que les jardiniers respectueux de la biodiversité laissent fleurir en bordure de potager. La grande camomille, Tanacetum parthenium, est moins connue que la camomille romaine pour la détente, mais elle est bien plus intéressante pour la prostate. Elle contient du parthénolide, un sesquiterpène qui inhibe NF-QB, le même régulateur inflammatoire central que la curcumine, et qui a montré une activité cytotoxique sélective sur des lignées de cellules souches cancéreuses prostatiques. Ces cellules particulièrement résistantes aux traitements conventionnels qui sont responsables des récidives. La grande camomille est facile à cultiver, persistante et autosemante. Ces feuilles fraîches peuvent être consommées directement, 2 à 3 feuilles par jour dans un sandwich ou une salade. L'infusion est également possible, mais moins concentrée. Attention, elle peut interagir avec les anticoagulants.
La 18e plante vient compléter cette liste avec quelque chose d'inattendu. La sauge, Salvia officinalis. La sauge est universellement connue comme herbe culinaire et comme remède aux bouffées de chaleur de la ménopause. Ce que personne ne dit, c'est que ces composés, acide rosmarinique, carnosol, carnosique, exercent une activité anti-androgénique et anti-inflammatoire documentée. Dans le contexte de la prostate, l'acide rosmarinique inhibe l'expression de certains gènes impliqués dans la survie des cellules tumorales prostatiques. Le carnosol, lui, active les mécanismes d'autophagie cellulaire, un processus par lequel les cellules endommagées s'autodétruisent. C'est subtil, c'est puissant. Et c'est une plante que vous avez peut-être déjà à côté de vos tomates. Infusion, assaisonnement ou consommée fraîche, toutes les formes sont intéressantes. Mais l'huile essentielle de sauge est déconseillée en interne en raison de sa toxicité à haute dose. La 19e plante est une bruyère. La bruyère commune, Calluna vulgaris, pousse dans les landes, les talus acides, les jardins de rocailles. Ces fleurs contiennent de l'arbutocide et des flavonoïdes, avec une activité sédative urinaire documentée. Elle s'oppose à l'inflammation de la paroi vésicale. Elle est antiseptique sur les voies urogénitales. Et elle réduit l'urgence et la fréquence des mictions. Pour les hommes souffrant d'une prostate qui comprime la vessie et provoque des envies nocturnes répétées, la bruyère est un soutien précieux. Son action est moins spectaculaire que celle du palmier nain, mais elle est complémentaire. Elle agit sur la vessie et les voies urinaires plutôt que directement sur la glande. Infusion de fleurs séchées, 3 tasses par jour. Elle se cueille en fleurs entre août et octobre. Et nous arrivons à la 20e plante, celle que vous attendiez peut-être, celle que vous avez peut-être déjà dans votre jardin et dont vous ignoriez complètement les capacités. Le framboisier, Rubus idaeus. Oui, le framboisier ordinaire, celui dont vous récoltez les fruits en été pour les confitures et les desserts. Les feuilles de framboisier contiennent des tanins, des acides phénoliques et des flavonoïdes, notamment la quercétine, dont l'activité anti-inflammatoire a été mesurée in vitro et in vivo. La quercétine est particulièrement intéressante pour la prostate parce qu'elle inhibe l'enzyme tyrosine kinase, une enzyme impliquée dans la prolifération cellulaire anormale. Des études cliniques ont montré que la supplémentation en quercétine réduisait significativement les symptômes de la prostatite chronique non bactérienne, la forme la plus répandue et la plus difficile à traiter de l'inflammation prostatique. Les feuilles de framboisier ne sont pas les fruits. Ce sont les feuilles qui contiennent les composés actifs. Récoltez-les au printemps, faites-les sécher à l'ombre et préparez une infusion d'1 cuillère à soupe par tasse. Elle a un goût légèrement astringent, pas désagréable. Et si vous avez un framboisier dans votre jardin, vous avez une pharmacie gratuite à portée de main. Voilà les 20 plantes. 20 plantes qui, chacune à leur manière, exercent une action documentée sur la santé de la prostate, sur son inflammation, sur son environnement hormonal, sur la protection de ses cellules contre la dégradation oxydative, sur le confort urinaire qu'elle conditionne. Mais avant de terminer, il y a quelque chose d'important à dire. Quelque chose que les vidéos de ce type omettent presque toujours. Ces plantes ne remplacent pas un suivi médical. Elles ne remplacent pas le dosage du PSA, pas l'échographie prostatique, pas la consultation de l'urologue si vous avez des symptômes. Ce que nous venons de faire ensemble, c'est vous donner les outils pour agir sur le terrain, pour créer, dans votre corps, un environnement moins favorable à l'inflammation chronique, moins propice à la croissance cellulaire incontrôlée, plus résilient face aux pressions hormonales qui accompagnent le vieillissement masculin. Ce n'est pas anodin, c'est exactement ce que la prévention signifie. Mais ça ne se substitue pas au diagnostic. Ce qui est remarquable dans cette liste, c'est l'accessibilité de ces plantes. La plupart d'entre elles poussent spontanément en Europe.
l'ortie dans les fossés, le pissenlit dans les pelouses, l'épilobe dans les lisières, la bruyère dans les landes. D'autres se cultivent facilement dans n'importe quel jardin. Le thym, la sauge, le framboisier, le brocoli, la tomate, la courge, le framboisier. D'autres encore sont disponibles sous forme de compléments alimentaires pour ceux qui ne peuvent pas les cultiver ni les cueillir. Pensez à ce que cela représente économiquement. Une posologie thérapeutique de palmier nain standardisée coûte entre 20 et 30 € par mois. Un traitement médicamenteux par inhibiteur de la 5-alpha-réductase coûte 2 à 3 fois plus. Et le brocoli de votre potager, l'ortie de votre jardin, le thym de votre cuisine, la bruyère de votre lande, il coûte le temps de les ramasser. Il y a aussi quelque chose de profond dans le fait que ces plantes ont été utilisées indépendamment par des cultures sur tous les continents pendant des millénaires pour des problèmes urinaires masculins. Avant que la biochimie comprenne ce qu'est la 5-alpha-réductase, avant que l'endocrinologie identifie le rôle de la dihydrotestostérone, avant que l'oncologie documente l'action du sulforaphane, les herboristes, les médecins traditionnels, les guérisseurs populaires avaient observé quelque chose qui fonctionnait et l'avaient transmis. La science moderne n'a pas inventé ces remèdes, elle a simplement expliqué pourquoi ils marchent. Ce que vous faites quand vous cultivez un potager avec du brocoli, quand vous laissez l'ortie pousser dans un coin de votre jardin, quand vous récoltez vos graines de courge au lieu de les jeter, quand vous préparez une infusion d'épilobe en été, ce n'est pas de l'antimédecine, c'est de la prévention active. C'est l'exercice d'une forme d'autonomie sanitaire que les générations précédentes avaient et que nous avons progressivement abandonnée sans nous en rendre compte. Les 20 plantes de cette liste ne sont pas des alternatives radicales. Ce sont des compléments. Des compléments qui ont émergé de milliers d'années d'observation humaine et qui ont trouvé depuis, dans les laboratoires, la validation mécanistique qui confirme ce que les jardiniers et les herboristes savaient empiriquement. Le palmier nain pour réduire la croissance de la prostate, l'ortie pour bloquer la dihydrotestostérone, l'épilobe pour stopper l'inflammation à sa source, le prunier d'Afrique pour décongestionner, la tomate pour protéger les cellules grâce au lycopène, les graines de courge pour maintenir les niveaux de zinc, le brocoli pour activer les mécanismes de protection cellulaire, la canneberge pour protéger les voies urinaires, le curcuma pour calmer l'inflammation chronique, le pissenlit pour soutenir l'élimination hormonale par le foie, la grenade pour ralentir la progression du PSA, l'ail pour ses composés soufrés, le thym pour son action antibactérienne et anti-inflammatoire, le houblon pour ses phytoestrogènes modulateurs, l'érel pour ses anthocyanes, le thé vert pour ses catéchines, la grande camomille pour son parthénolide, la sauge pour l'acide rosmarinique et le carnosol, la bruyère pour le confort vésical, et le framboisier pour la quercétine contre la prostatite chronique. 20 plantes. La plupart de votre jardin, de votre cuisine, de votre environnement immédiat. Il y a des nuances pratiques essentielles dont vous devez tenir compte pour maximiser l'efficacité de ces plantes. La première nuance concerne les synergies. Plusieurs de ces plantes agissent mieux ensemble que seules. L'ortie et le palmier nain ensemble produisent des effets supérieurs à chacun seul. C'est documenté. Le curcuma avec du poivre noir, l'absorption passe de 5% à 30%. La tomate cuite avec de l'huile d'olive, le lycopène est jusqu'à 3 fois mieux absorbé. Ces synergies ne sont pas anecdotiques. Ce sont des mécanismes pharmacocinétiques réels qui peuvent multiplier l'efficacité de ce que vous consommez. La deuxième nuance concerne le temps. Aucune de ces plantes ne produit des effets en 24 heures. Les études cliniques sur le palmier nain montrent des résultats significatifs après 6 semaines à 3 mois de consommation régulière. L'épilobe, la grenade, le thé vert
Ce sont des plantes qui agissent sur le long terme, sur un terrain. Si vous attendez un résultat rapide, vous serez déçu et vous arrêterez trop tôt. La régularité sur plusieurs mois est la clé. La troisième nuance concerne les interactions médicamenteuses. Certaines de ces plantes peuvent interagir avec des médicaments. La grande camomille peut potentialiser les anticoagulants. Le houblon peut interagir avec les sédatifs. La sauge en huile essentielle est contre-indiquée en interne. Si vous prenez un traitement médicamenteux en cours, pour la prostate ou pour autre chose, parlez-en à votre médecin ou à un phytothérapeute avant d'intégrer ces plantes à forte dose. La quatrième nuance concerne la qualité. Une ortie cueillie dans un fossé pollué par les pesticides ou les eaux de ruissellement agricole n'est pas une ortie thérapeutique. Un extrait de palmier nain dosé à 80 mg par comprimé ne produira pas les effets observés dans les études qui utilisent 320 mg par jour. La qualité et la concentration des principes actifs varient énormément selon la forme, la provenance et le mode de préparation. Préférez les plantes de votre propre jardin bio, les cueillettes sauvages loin des zones cultivées et les extraits standardisés certifiés pour les suppléments. Revenons un moment sur quelque chose que nous avons effleuré au début, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette vidéo. La 5-alpha-réductase est l'enzyme qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, une forme d'hormone 15 fois plus puissante que la testostérone elle-même, pour stimuler les récepteurs androgènes du tissu prostatique. Plusieurs des plantes que nous venons de décrire, palmier nain, ortie, épilobe, inhibent cette enzyme. Ce mécanisme est exactement celui que ciblent les médicaments de l'hypertrophie prostatique bénigne les plus prescrits au monde. Le finastéride, la dutastéride. Ces médicaments ont des effets indésirables, troubles de la libido, dysfonction érectile, dépression chez certains patients, qui ont conduit beaucoup d'hommes à chercher des alternatives. Les plantes qui inhibent la même enzyme ne produisent pas ces effets indésirables aux doses thérapeutiques, parce qu'elles agissent comme des modulateurs partiels plutôt que comme des inhibiteurs totaux. Elles ne bloquent pas l'enzyme à 100%, elles la régulent. La nuance est importante. Il y a aussi un aspect hormonal plus large que ces plantes adressent et qui est rarement discuté ouvertement. L'aromatase est l'enzyme qui convertit la testostérone en œstradiol, un œstrogène. Chez les hommes âgés, l'activité de l'aromatase augmente en partie à cause de l'augmentation de la masse grasse. Le tissu adipeux est le principal site de production d'aromatase dans le corps masculin. Cette conversion accrue produit un ratio testostérone-œstrogène défavorable qui contribue directement à la croissance prostatique. Palmier nain, épilobe, grande camomille, elles inhibent l'aromatase. Et si vous réduisez votre masse grasse, si vous faites régulièrement de l'activité physique, si vous dormez suffisamment, vous réduisez également l'activité de l'aromatase par des mécanismes non phytothérapeutiques. Les plantes s'inscrivent dans un contexte global d'hygiène de vie. Elles ne sont pas une solution isolée. Elles sont un outil dans une démarche plus large. Ce contexte global inclut aussi quelque chose que l'on n'associe pas spontanément à la santé de la prostate, la qualité du sommeil. Les hommes qui dorment moins de 6 heures par nuit présentent des niveaux de cortisol chroniquement élevés. Le cortisol, en excès chronique, perturbe la signalisation androgénique et peut aggraver l'inflammation systémique qui nourrit la croissance prostatique. Les plantes calmantes, grande camomille, thym, bruyère, contribuent indirectement à la santé de la prostate, en améliorant la qualité du sommeil et en réduisant l'inflammation liée au stress chronique. Voici comment intégrer concrètement cette approche dans votre quotidien, sans la transformer en contrainte. Le matin, une tasse de thé vert, pas de lait dedans. Si vous êtes sensible à la caféine, prenez un thé vert à faible teneur en théine. Les feuilles de 2e ou 3e récolte sont moins caféinées
est tout aussi riche en catéchines. Au déjeuner, des tomates, cuites au moins 3 fois par semaine. Une sauce tomate maison, des tomates rôties à l'huile d'olive, un coulis de tomates sur des légumineuses. Et autant que possible, du brocoli ou d'autres crucifères 2 à 3 fois par semaine, légèrement cuits à la vapeur. En collation, une poignée de graines de courge légèrement grillées et 2 gousses d'ail écrasées, ajoutées à vos préparations du soir après un temps de repos de 10 minutes. En soirée, une infusion d'épilobe, d'ortie ou de bruyère selon la saison et ce que vous avez à disposition. Ou une infusion de thym. 2 à 3 tasses par jour de ces tisanes thérapeutiques suffisent pour exercer un effet mesurable sur le long terme. Au jardin, laissez quelques orties dans un coin. Laissez le pissenlit fleurir sur une bande de pelouse. Cultivez du thym, de la sauge, du framboisier, un pied de bruyère dans la rocaille. Plantez un potager avec des tomates, du brocoli, des courges. Ce n'est pas seulement beau et utile à la cuisine, c'est une pharmacopée à portée de main. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans l'idée que votre jardin peut être à la fois un lieu de beauté, de plaisir, de production alimentaire, et en même temps une pharmacopée vivante. Que les mêmes gestes qui vous connectent à la nature, qui vous mettent les mains dans la terre, qui vous donnent le plaisir de voir pousser ce que vous avez semé. Ces mêmes gestes nourrissent également votre santé à un niveau biochimique documenté. Ce n'est pas de la romantisation, c'est simplement la reconnaissance d'une réalité que nos ancêtres ont pratiquée pendant des millénaires et que nous avons perdue en quelques décennies de modernisation agricole et pharmaceutique. Les 20 plantes de cette liste existent depuis des millions d'années. Les mécanismes d'action de la prostate humaine n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est notre accès à ces plantes et notre connaissance de leur valeur réelle. Et cette vidéo, vous pouvez la revoir, la partager avec un proche, prendre des notes, l'envoyer à votre frère, ou votre père, ou votre ami qui se plaint de se lever la nuit. Parce que ce qu'on vient de voir ensemble, ça se partage. Si vous cultivez déjà certaines de ces plantes dans votre jardin, dites-le en commentaire. Si vous avez une expérience personnelle avec l'une d'entre elles, partagez-la. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, abonnez-vous. Parce que la semaine prochaine, nous allons continuer à explorer ce que la nature fait mieux que n'importe quelle industrie, avec les sources, avec les chiffres, avec les plantes concrètes. Votre jardin vous attend. Il y a une dernière chose que je veux vous dire, et c'est peut-être la plus importante de tout ce que nous avons vu. Nous vivons dans une culture médicale qui traite le corps masculin comme s'il n'avait besoin d'attention qu'au moment où quelque chose se détraque. Les femmes sont habituées, dès l'adolescence, à des rendez-vous médicaux réguliers, à une culture de la prévention, à une attention portée à leur corps comme à quelque chose qui mérite une surveillance et un soin continu. Les hommes, en général, vont voir un médecin quand ça fait trop mal pour ignorer, quand le symptôme est devenu impossible à éviter. Ce n'est pas une critique. C'est une observation sur une réalité culturelle profonde. Et cette réalité a des conséquences directes sur la santé prostatique masculine. Parce que la prostate ne se plaint pas tout de suite. Elle grossit lentement. L'inflammation s'installe progressivement. Le PSA monte par petits paliers. Les symptômes urinaires commencent discrètement. Une légère hésitation au démarrage de la miction. Des réveils nocturnes que l'on attribue à autre chose. Une impression que quelque chose a changé sans pouvoir vraiment nommer quoi. Ce que ces 20 plantes représentent, au-delà de leurs propriétés biochimiques, c'est une invitation à une forme d'attention continue portée à sa santé, à une prévention active plutôt qu'une intervention tardive, à cultiver son jardin, au sens littéral et au sens métaphorique. Certains d'entre vous se demandent peut-être par où commencer. Vous n'avez pas de jardin, vous vivez en appartement.
Vous ne pouvez pas cueillir l'épilobe dans les lisières ou récolter les graines de courge de vos propres cultures. C'est tout à fait normal. Et cette situation ne vous exclut pas de l'accès à la plupart de ces plantes. Le brocoli, les tomates, l'ail, le thym, la sauge, vous les trouvez dans n'importe quel marché. Le thé vert de qualité se trouve dans les épiceries spécialisées pour quelques euros. Les graines de courge, crues et biologiques, sont disponibles en vrac dans les magasins de produits naturels. L'extrait de palmier nain standardisé, l'extrait de racines d'ortie, l'extrait d'épilobe, ce sont des compléments alimentaires légaux, disponibles en pharmacie ou en ligne, produits par des marques sérieuses avec des doses standardisées. La canneberge en gélule, le curcuma associé à la pipérine, l'extrait de grenade, ce sont des formes pratiques pour ceux qui n'ont pas accès aux plantes fraîches. Moins poétiques que la cueillette dans son propre jardin, mais tout aussi efficaces pharmacologiquement si les extraits sont de bonne qualité. Ce que je vous encourage à faire, si vous n'avez jamais porté d'attention particulière à votre santé prostatique, c'est de commencer par les plantes les plus simples à intégrer immédiatement. Le thé vert le matin, les tomates cuites à l'huile d'olive plusieurs fois par semaine, les graines de courge en collation, l'ail frais dans vos plats du soir. Ces 4 habitudes alimentaires seules représentent déjà un soutien significatif pour la prostate. Et elles ne coûtent presque rien, ne demandent aucune expertise et s'intègrent naturellement dans n'importe quelle cuisine. Si vous avez déjà des symptômes, des difficultés urinaires, des réveils nocturnes fréquents, une sensation de vidange incomplète, ajoutez à ces 4 habitudes une infusion d'épilobe ou d'ortie le soir et consultez un médecin pour un dosage de votre PSA. Ces 2 démarches ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Il y a aussi un aspect souvent négligé dans la conversation sur la santé prostatique, et c'est la relation entre la santé intestinale et la santé hormonale. L'intestin contient des bactéries qui jouent un rôle dans le métabolisme des œstrogènes, notamment dans leur élimination ou, au contraire, dans leur réabsorption. Un microbiome intestinal déséquilibré peut conduire à une réabsorption accrue des œstrogènes, dégradés par le foie, augmentant ainsi leur disponibilité systémique. Cette boucle de réabsorption hormonale contribue, chez certains hommes, à maintenir un ratio testostérone-œstrogène défavorable malgré une alimentation saine. Les plantes riches en fibres prébiotiques, pissenlit, brocoli, ail, framboisier, nourrissent les bactéries intestinales productrices de butyrate et modulatrices du métabolisme hormonal. C'est une connexion que la recherche microbiomique explore activement et qui renforce encore davantage l'intérêt d'une alimentation riche en plantes pour la santé prostatique. Vous voyez comment tout cela s'articule? Ce n'est pas une liste disparate de remèdes, c'est un écosystème. Chaque plante s'inscrit dans un réseau d'interactions biologiques qui se renforcent mutuellement. Vous prenez soin de votre foie avec le pissenlit et vous aidez l'élimination hormonale. Vous nourrissez votre microbiome avec les fibres du brocoli et du framboisier et vous améliorez le métabolisme des œstrogènes. Vous inhibez la 5-alpha-réductase avec le palmier nain et l'ortie et vous réduisez la stimulation hormonale de la prostate. Vous protégez les cellules prostatiques avec le lycopène de la tomate et les catéchines du thé vert, et vous réduisez le risque de transformation maligne. Vous contrôlez l'inflammation avec l'épilobe, le curcuma, la grande camomille, et vous créez un environnement tissulaire moins propice à la progression cellulaire. C'est de la biologie systémique accessible à tous. C'est la médecine que nos jardins ont toujours pratiquée, silencieusement, sans ordonnance et sans brevet. Je vous laisse sur cette image. Imaginez un homme de 60 ans, dans son jardin le matin, qui récolte ses tomates pour la sauce du soir, qui passe devant son pied de thym et en prélève quelques branches pour son infusion, qui laisse l'ortie qui repousse dans le coin sud de son jardin,
parce qu'il a appris à en faire une décoction de racines, qui range quelques feuilles de framboisier séchées dans son armoire à thé du soir, dont le potager comprend 2 rangs de brocolis et une courge d'automne, dont il garde soigneusement les graines. Cet homme n'est pas un naturopathe radical qui refuse la médecine moderne. C'est quelqu'un qui a simplement appris à utiliser ce que la nature a toujours mis à disposition. Quelqu'un qui va quand même voir son urologue 1 fois par an, qui fait doser son PSA, qui prend ses médicaments s'il en a besoin, mais qui ajoute à ce suivi médical une couche de prévention active, quotidienne, enracinée dans son jardin et dans sa cuisine. C'est l'idéal que ces 20 plantes représentent. Pas la médecine contre la nature, pas la nature contre la médecine, mais les deux ensemble au service d'un homme qui prend sa santé en main avant que les symptômes l'y obligent. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez maintenant plus d'informations sur la phytothérapie prostatique que la plupart des hommes n'en auront jamais. Utilisez-les, partagez-les et cultivez votre jardin.